On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, une émission produite par Traveldoc et qui fait la part belle à la mer et à l'environnement. Une émission dans laquelle on vous fait rencontrer celles et ceux qui, de par leur métier, de par leur art aussi, se sont engagés à protéger la Méditerranée et à mieux la connaître. Nous avons fait escale dans le port de Port-Vendre, puisque nous sillonnons la côte avec nos deux voiliers, la côte roussillonnaise catalane. À Port-Vendre, le seul port en eau profonde des Pyrénées-Orientales, nous nous trouvons à quelques kilomètres de la réserve sous-marine de Cerbère-Banyuls, haut lieu de biodiversité. Et c'est de réserve dont nous allons parler aujourd'hui avec mes invités dans quelques instants. À quoi servent-elles? Quelles sont leurs missions? Quels résultats pour la protection des espèces? On va un peu décrypter tout ça. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous recevrons la compagnie Ensima, une compagnie basée dans les Pyrénées-Orientales et qui fait du théâtre pour les jeunes publics. Voilà, vous avez le programme. Maintenant, vous avez l'habitude. On commence avec le traditionnel carnet de bord de Clarisse qui nous raconte avec ses mots l'épopée de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots. Arthur Rimbaud, le bateau ivre. J'expérimente la profondeur de ces mots, en dormant dans la proue du voilier nommé Cerse. Dormir en mer, on dit souvent que c'est revenir en quelque sorte dans le ventre de notre mère. On est bercé par les flots doux de la mer protectrice et rassurante. Le sommeil a aussi ce pouvoir de faire voyager, un monde sans contraintes. Le réveil vient alors doucement nous tirer de notre torpeur. On émerge et on découvre un port encore endormi, où seuls quelques pêcheurs s'activent déjà. Parfois, j'ai profité de cette immobilité apparente qui semblait posée en attendant Douaneau pour aller me baigner dans l'eau semblable à une mer d'huile, au bord d'une plage déserte. De retour au port, l'agitation se fait ressentir sur le plateau. La fourmilière s'est mise en marche. Les techniciens et techniciennes s'activent à régler leurs machines. Voilà, Emilia, vas-y. Vas-y, Emilia. Voilà, jetez tout. Vas-y, jetez. Bah, là, jetez pas. Chaque tabouret, tu les mets dans une housse. Meilleur d'entrepreneurs de... La journaliste Alice répète son texte. Et surtout de transmission. Les invités du jour. Puis, elle accueille les invités de l'émission et autour d'un petit verre, toute l'équipe échange et se prépare. Du coup, après, en plus, tu vois, il y a le côté maquillage. Les uns penchés autour d'un livre d'archives et de dessins du patrimoine local, les autres prenant des photos. Silence plateau, ça tourne. Action! Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses. À l'abordage! On vient mettre notre grain de sel. On compte en tout 546 aires marines protégées en France, que ce soit en métropole ou en outre-mer. En tout, en juillet 2019, c'était 24% des eaux françaises qui étaient couvertes par au moins une aire marine protégée. La première réserve exclusivement maritime, elle a été créée pas très loin d'ici, à Banyuls-sur-Mer. En fait, dans les années 60, le maire de Cerbère, commune limitrophe à Banyuls, a commencé à constater que le milieu marin se dégradait en raison de l'avènement du tourisme de masse, de l'augmentation des activités de pêche, entre autres. Et il a poussé à la création de cette réserve marine
qui a vu le jour en 1974. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, dont celle de la côte agatoise qui a vu le jour il y a près de 2 ans. Alors, à quoi servent concrètement ces réserves ? Quel effet sur la biodiversité ? Comment concilier la mission de protection avec les activités comme la pêche, la plongée ou encore la navigation de plaisance ? C'est toutes ces questions qu'on va se poser ce soir avec mes invités. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir à Port-Vendre sur le plateau de Grain de Sel Télé. Je vous présente, je commence par vous Frédéric Cadenne, vous êtes le conservateur de la réserve marine de Cerbère-Banyuls. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Saragoni, vous êtes biologiste marin et vous travaillez, vous êtes au CNRS et vous avez beaucoup travaillé sur les populations de mérous qu'on peut notamment retrouver dans la réserve. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir. Et enfin vous, Sylvain Blouet, vous êtes responsable scientifique de l'aire marine protégée agatoise. Merci d'être avec nous. Première question, très simple, à quoi ça sert une réserve ? Une réserve naturelle, ça sert à protéger les habitats et les espèces qui y vivent. Donc c'est important et on le voit avec l'évolution. C'est important de protéger notre milieu marin et d'autres collègues ont franchi le pas. Hein. On parlait de la côte agatoise. Donc on est sur des tailles différentes, mais j'allais dire, quelle que soit la taille, il faut aménager après à l'intérieur, à la réglementation, il faut aménager les activités et de manière à ce qu'on ait le plus d'acceptabilité possible. Oui, différentes tailles. Donc, je précise, la réserve de Banyuls, c'est 650 hectares, dont 65 en zone préservée intégrale. Une zone où on peut rien vraiment sanctuariser et autour, une zone aménagée où les activités sont possibles. Alors, la réserve naturelle marine Cerbère-Banyuls, qui est une réserve nationale, fait 6 km de linéaire côtier entre les communes de Cerbère et de Banyuls. Elle fait en effet 650 hectares, donc un dixième de zone de protection renforcée, où là les activités sont interdites, et en périphérie, tout le reste des activités sont aménagées. Et la réserve agatoise, elle est beaucoup plus grande, c'est la plus grande de la région, je crois. Oui, alors c'est 310 hectares qui est vraiment en zone de protection forte, hein, comme on peut dire, hein, où les activités de prélèvement, de plongée ou de mouillage sont strictement interdits. Et puis après, autour, on a un périmètre de 6000 hectares où là, on a une gestion, on va dire, un petit peu plus adaptative, on va dire, envers les différents usagers, que ce soit en termes de mouillage, de plaisance, par exemple, ou d'autres activités qu'on gère, mais avec des restrictions qui sont moins strictes que dans ce périmètre de 300 hectares. Et comment est-ce qu'on décide à un endroit précis de se dire, OK, là, on va installer une réserve, on va préserver ce milieu, où on va mettre en place des règles? Sur le cas de la réserve naturelle Cerbère-Banyuls, on l'évoquait, une pression sur le milieu a fait qu'il a fallu très vite prendre des mesures pour protéger. On avait la chance d'avoir un partenaire fort qui est le laboratoire Arago avec des chercheurs. Il faut penser qu'on remonte à 1974, hein. Donc on est la 9e réserve nationale créée, donc au tout début des outils réserves. Et donc, l'appui du laboratoire Arago a été important pour étudier le milieu et le mettre en protection parce que c'était une nécessité. On avait un milieu qui se dégradait et la mise en protection de ce milieu a été faite en 1974. Hein. Donc, le 26 février exactement 1974. Mais comment ça se passe ? Est-ce que dès le début, l'objectif, c'est de retrouver un écosystème qu'on a de référence ? On se dit ça devrait être comme ça, on constate une dégradation, donc on protège ? Ou alors est-ce qu'on va protéger et on voit au fur et à mesure comment ça évolue ? Un peu comme ce que vient de dire Frédéric, on avait une pression sur ces milieux qui étaient notamment des milieux fragiles, notamment ce qu'on appelle le coralligène. Et donc on a décidé avec les pêcheurs de dédier, on va dire, ce secteur à vraiment la préservation et la protection forte d'une zone de 300 hectares. L'objectif, c'est d'améliorer l'endroit. On n'a pas en tête un... Oui. Alors, c'est vrai que idéal. c'est toujours difficile de savoir comment c'était à l'époque parce que on n'a
pas eu spécialement de suivi scientifique à l'époque sur ce secteur-là. Et même si aujourd'hui on commence à en mettre en place, on commence à suivre l'évolution, mais l'idée c'est ça, c'est d'essayer de voir comment vont évoluer les milieux, parce que on sait très bien qu'en fonction des activités et du changement climatique aujourd'hui, qu'on a une évolution des milieux qui est encore différente de ce qu'on pourrait penser. Donc on veut aller vers un bon état de ces milieux-là. Et alors, comment est-ce qu'on observe tout ça? Quel type de suivi scientifique on fait dans les réserves? Par exemple, à Banyuls, là, Alors Gilles. à Banyuls, les suivis scientifiques qu'on fait régulièrement, donc en partenariat avec la réserve marine, c'est tout simplement du comptage de poissons. Et on nous demande régulièrement, après accord du conseil scientifique, de faire un suivi des populations de poissons, ce qui nous permet de voir comment évolue la réserve. Donc au niveau de la biodiversité des espèces, des différentes espèces qui peuplent la réserve et de leur taille. Donc on voit plus d'espèces de plus grosse taille, donc à l'intérieur de la zone de protection renforcée, mais après on compte aussi à l'extérieur, dans la réserve. Ça nous permet de mettre en évidence souvent l'effet réserve. Lorsqu'il y a une réserve, les poissons vont aller à l'intérieur, vont se reproduire, ils vont se sentir en sécurité, ils vont être bien. Et puis après, lorsque les populations augmentent, ils peuvent ressortir de la réserve et recoloniser les zones qui sont proches. Ça permet en fait d'augmenter la population de certains individus de poissons pour après que les pêcheurs à l'extérieur de la réserve puissent en bénéficier en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est un cercle vertueux. Ouais. Du coup, ça tombe bien que vous parliez de l'effet réserve. On va pouvoir regarder l'image du jour, une photo de 2 mérous dans la réserve de Banyuls. Elle a été prise quand? Comment cette photo? Racontez-nous Elle un a peu. été prise il y a à peu près une dizaine d'années. Donc on essaye la plupart du temps, lorsqu'on a la chance de pouvoir plonger dans la réserve, à certains moments, la visibilité permet de faire de belles photos, et les mérous, est-ce qu'ils le sentent aussi? Ils savent qu'on est là quand même pour parler d'eux aussi, les faire connaître à tout le public. Et puis c'est la nature, une journée, ils vont être favorables à se faire prendre en photo. Et les mérous dans la réserve de Cerbère-Banyuls ont un comportement assez naturel. Un jour ils veulent, et puis un jour ils vont pas se laisser approcher. Après, c'est vrai que dans la réserve, le mérou, c'est un peu la tête d'affiche. On parle souvent des comptages qui ont été réalisés au début des années 80, et on avait une cinquantaine d'individus. Aujourd'hui, on est à plus de 630 individus, donc on voit vraiment cet effet réserve. Donc ça fonctionne. Dans les années 80, et donc, le 10 individus ça fonctionne, 10 ouais, individus, une dizaine d'individus. Bon, moi, je pense un peu plus, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Les comptages qui sont faits aujourd'hui sont des comptages importants, qui mobilisent beaucoup de monde. On parlait des suivis sur le poisson, mais il n'y a pas que ça. On a sur la réserve, et comme toutes les réserves naturelles, on est doté d'un plan de gestion qui explique, en fait, qui calibre les missions, qui planifie les missions qu'on a à faire sur 5 ans. Et donc, il y a tout un tas de suivis. Alors, Gilles, on échange beaucoup sur le mérou, parce que c'est vrai, comme je le disais, c'est la tête d'affiche. C'est la star de la réserve. Il y a tout un tas de suivis qui sont faits à la fois en partenariat avec des équipes comme Gilles, ou alors en interne par les agents de la réserve ou par des bureaux d'études. Donc il y a toute une procédure, tout un processus, parce que le fonctionnement de la réserve, c'est 4 piliers. C'est protéger, c'est surveiller, donc la protection du milieu, et c'est souvent mieux connaître pour mieux protéger. Et donc ça, c'est le rôle de l'équipe de Gilles, des scientifiques. Et après, il y a la gestion courante d'une réserve. Et le 4e pilier, j'allais dire, c'est faire partager, faire découvrir, sensibiliser. La réserve de la Côte-Agatoise, elle est toute jeune encore. Sylvain, vous en êtes encore justement à cette production de connaissances pour pouvoir mieux protéger par la suite. Oui, c'est tout jeune, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce retour d'expérience qu'a la réserve de Cerbère-Banyuls, si on s'appuie beaucoup sur cette expérience-là.
parce que ça nous permet de montrer déjà, d'expliquer quels sont les résultats. Aujourd'hui, on est très jeune, hein, ça fait 2 ans à peu près que la réserve est créée. Après, l'aire marine, elle est depuis 2008, donc ça fait quand même quelques années que l'aire marine a été créée. Alors c'est vrai qu'on a moins de mérous, on est un peu moins... J'allais vous poser la question, vous, est-ce que le Alors mérou nous, c'est est un aussi peu moins célèbre l'espèce emblématique pour l'instant. Peut-être qu'on aura ce succès, j'ai envie de dire, avec le mérou, même si on a des habitats qui sont un petit peu moins favorables pour le mérou, mais on en voit, on en observe. On observe aussi du corbe, et on voit les moratoires notamment qui ont été mis en place par rapport à la chasse sous-marine et à la pêche sur le corbe également, au niveau national. Hein. On voit une évolution des populations de corbes également dans le périmètre de Donc l'aire là aussi marine. un effet réserve qui a l'air de... Qui commence tout commence à se doucement. voir. Donc on voit que quand on commence à mettre en place une gestion sur des espèces, là c'était pas dans un périmètre, c'était à une échelle de façade, on commence à voir l'évolution sur les populations. Donc quand on se donne les moyens de protéger et qu'on fait ça de manière en concert avec les acteurs, on est capable d'avoir des résultats intéressants, et on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des effets de protection qui s'exportent, et des protections qui également vont sur des espèces qu'on ne pensait pas spécialement ciblées dès le départ. Oui, donc il y a comme un effet ping-pong en fait, enfin un effet ricochet plutôt. Tout à fait, oui, c'est plutôt l'effet ça. papillon. Et d'ailleurs, observer les mérous, ça aide à mieux comprendre leurs habitudes. Et Gilles, vous avez pu observer des zones de reproduction, c'est ça, mais il y a des mystères qui persistent aussi Ah oui, autour de cette complètement. espèce. Donc, c'est ce qui est intéressant, les populations augmentent, mais on ne voit pas les juvéniles. C'est-à-dire les enfants. Les bébés. Les bébés. Ouais. On a identifié des zones de reproduction. Donc, il y en avait une qui était identifiée déjà depuis un certain nombre d'années dans la zone de protection renforcée. En faisant des suivis acoustiques, donc on capture des mérous, on leur met des balises acoustiques et après on peut les suivre comme ça pendant 1 an. Donc on s'initie un peu dans leur vie privée et on essaye de les suivre et de les observer, voir où ils vont se reproduire. Donc on a détecté des potentielles autres zones de reproduction donc à l'intérieur de la réserve. On a des preuves qu'il y a reproduction, mais On n'a pas de bébé. On n'a pas de bébé. Alors voilà, c'est un des Donc ça grands veut dire que les mystères. bébés partent ou alors Les bébés partent, c'est-à-dire que les œufs partent au gré des courants et vont éclore ailleurs. Les individus les plus petits qu'on voit, ils font 30-40 cm. Mais on ne sait pas d'où ils viennent. On a des idées, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on travaille sur des projets européens. ResMed, c'est un projet transfrontalier où la frontière entre la France et l'Espagne, sous l'eau, elle n'existe pas et encore moins chez les poissons. Donc, ça nous permet à la fois de les observer de part et d'autre et de voir les connectivités qu'il peut y avoir entre les différentes réserves. On essaye donc d'identifier ces zones de nurserie pour mieux les protéger et puis pour après faire de nouvelles réserves. En travaillant sur le mérou, qui est une espèce emblématique, après on peut le reproduire sur d'autres espèces, donc de mieux comprendre et de mieux protéger. C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure. C'est essentiel pour nous, gestionnaires, d'avoir ce type d'informations pour mettre des mesures adaptées. On parle souvent de mesures adaptées, parce que l'idée, c'est surtout pas de faire un vase clos. C'est pas de sanctuariser une réserve, c'est pas... L'idée, c'est pas de mettre sous cloche. On entend souvent ce terme-là, la mise sous cloche. C'est pas du tout ça. C'est d'ajuster et d'adapter, d'aménager la réglementation, d'aménager les activités pour préserver au mieux ce milieu si fragile quand même, je le rappelle. Et l'aménagement d'ailleurs de ces activités-là, ça passe par une grande concertation avec les usagers de l'espace. Donc je pense aux pêcheurs, aux plongeurs. Vous êtes en lien permanent avec eux. On est dans un territoire où il y a des acteurs, qui soient professionnels ou que ce soit des acteurs qui viennent pour le loisir. Et ces gens-là, on travaille avec eux
On travaille pour eux, j'ai envie de dire, pour que demain, ils puissent continuer leur activité. La gestion, pour qu'elle soit efficace, il faut que les acteurs s'approprient les projets qu'on met en place. Si demain, on décide de mettre une nouvelle zone ou de réglementer un secteur, on peut le faire que si on a concerté, on a discuté avec les acteurs avant. Donc les acteurs, c'est les pêcheurs. C'est les pêcheurs, c'est les plongeurs, ce sont les chasseurs sous-marins. Ça peut être même des associations de nage, par exemple. Donc les plaisanciers des également. des plaisanciers. Tous les acteurs de la mer, j'allais dire. Tous les utilisateurs. Tout le monde. Et donc, la population, la concertation est essentielle. À mon avis, s'il n'y a pas concertation, il y a échec. Donc, le partage, l'échange avec ces différents acteurs nous permet l'acceptabilité de tous. En fait, c'est l'objectif, c'est que ces mesures soient acceptées par tous. Puis nous, derrière, l'idée, c'est pas d'être derrière les gens tout le temps. Donc, je veux dire, plus ils acceptent le projet et plus ça s'est fait avec eux, derrière, plus ils vont respecter, j'ai envie de dire, la réglementation qui peut être mise en place. Et ce travail qu'on n'aura pas à faire d'aller sur le terrain pour expliquer, ça aurait été déjà fait en amont. Intégré, et c'est eux qui vont s'approprier. Et on le voit sur les zones de mouillage, il y a des plaisanciers qui viennent nous voir en disant « Oui, mais là, on est allé voir, on a vu qu'ils ne connaissaient pas bien la réglementation, donc on est allé leur dire. » Et quand c'est les usagers qui commencent à expliquer la réglementation, ou à expliquer voilà, comment ce territoire se passe, et ben, c'est tout ce travail qu'on a à moins en faire, et ça passe encore mieux auprès de ces usagers-là. Et on voit même apparaître de la science participative où les usagers peuvent maintenant venir participer à des programmes de recherche. Et puis, ils vous font remonter des informations aussi. Quand ils constatent qu'il y a la présence de certaines espèces à un moment donné, les pêcheurs, je pense notamment aux pêcheurs. Les pêcheurs, ils sont en mer tout le temps. Et donc, c'est vrai que d'avoir des relations serrées, étroites avec eux, c'est important pour nous, gestionnaires, parce qu'ils font remonter tout un tas d'informations. Nous, sur la réserve naturelle, on a embarqué avec eux quelquefois pour voir leur manière de travailler. Puis ça crée des liens, et puis ça permet d'avancer et de mettre en place des aménagements communs pour leur faciliter aussi le travail, parce qu'on parle beaucoup des pêcheurs professionnels. C'est un métier qui est dur, la pêche professionnelle, et donc il faut prendre en compte tout ce contexte-là. Je pensais aux plongeurs, en fait. Il y a des zones de protection renforcée, donc où aucune activité n'est permise, donc ni de pêche, ni plongée de loisirs. À quoi ça ressemble, ces zones de protection renforcée-là, pour les pêcheurs amateurs, les plongeurs amateurs qui nous regardent et qui rêvent d'aller plonger dans la zone de protection renforcée? J'aimerais bien dire quelque chose, parce qu'on a la chance justement de faire quelques plongées, vraiment après accord du Conseil scientifique. Et j'aimerais dire que c'est la Méditerranée telle qu'elle était il y a 50 ans. On voit beaucoup plus d'espèces, du corail rouge avec des belles branches. Ça donne envie à beaucoup de plongeurs, forcément. Rêver, ouais. C'est l'endroit interdit. Alors, nous, on a vraiment cadré l'activité. Gilles le disait, on a un conseil scientifique de qualité à la réserve marine qui nous permet de calibrer les suivis scientifiques qui sont faits, de les valider. Et donc, dans cette zone de protection renforcée, il y a très peu de plongées qui se font. On a un effet réserve, on parlait de l'effet réserve. Et c'est vrai que sur des sites en périphérie, on a de beaux résultats. La preuve, c'est que sur Cerbère-Bagnous, on n'attire pas 30 000 plongeurs. C'est 50% de l'activité du département dans la réserve marine, et sur 600 hectares. Donc forcément, après, je ne vous parle même pas de la réserve intégrale qui donne envie à beaucoup de monde. Et vous, Sylvain, sur la côte agatoise, là, depuis 2 ans, cette zone de protection renforcée, qu'est-ce qu'on peut y observer qu'on n'observe pas ailleurs ? Alors, pour l'instant, sur 2 ans, c'est encore un peu court. On est encore jeune là-dessus, on est encore des tout jeunes là-dessus. On en reparle dans 5 ans. On en reparlera dans 10 ans quand même, parce que une dizaine d'années me paraît très correct. Il faut une dizaine d'années, c'est important de se laisser le temps, parce que malgré tout, c'est des espèces qui doivent trouver un nouveau secteur sanctuarisé, et donc sur ces secteurs-là, ça prend du temps. Mais ce qu'il faut dire, je pense aussi aux plongeurs, c'est que, comme le disait Frédéric, il y a cette exportation des espèces en périphérie, et je pense que d'aller plonger en périphérie de ces réserves-là, on se rapproche déjà beaucoup de ce qu'on peut trouver à l'intérieur.
Messieurs, cette discussion absolument passionnante touche à sa fin. On va terminer avec la traditionnelle question sur le plateau de Grain de Sel Télé. On vous demande une recommandation pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Moi, j'ai amené avec moi un ouvrage, vu qu'on était dans les réserves et qu'on vous sillonnez, vous, la Méditerranée avec Grain de Sel. Donc, je vous ai amené un ouvrage qui s'appelle « Dans le sillage des aires marines protégées en Méditerranée », qui est surtout un livre de photographie. Et donc, on peut découvrir les spécificités de chaque aire marine protégée et surtout les spécificités des paysages sous-marins. Donc, ça a été fait avec deux photographes, un qui s'appelle Renaud Dupuy-Lagrange-Riff, qui est le directeur de l'aire marine protégée de la côte agatoise, et Mathieu Foulquet. Et je vous invite à découvrir cet ouvrage-là qui vous fera voyager au travers de la Méditerranée et des aires marines protégées. Moi, je vais sortir de la réserve et aller assez loin d'ici. Sortir de la région, carrément. Sortir de la région, et c'est en Charente-Maritime, une petite rivière, la Dronne, où j'ai plongé toute ma jeunesse. On peut, sans être dans une réserve, sans habiter au bord de la mer, observer, apprendre à observer la faune, la flore. Et je pense que j'ai dû descendre cette rivière et arriver à la mer, à amener mon grain de sel, puisque c'est le nom de l'émission, à la protection de l'environnement. Au pas de la porte, il faut mettre un masque et pas forcément regarder, observer, comprendre, et puis après protéger. Je suis originaire du département, donc contrairement à Gilles, je revais dans ce département, ce magnifique département qui est les Pyrénées-Orientales. Lorsque vous êtes baigné par le Grand Bleu, que vous avez 15 ans et que vous avez un dauphin qui vient, un dauphin ambassadeur qui vient traîner dans le port de Cerbère, forcément, vous êtes attiré par le milieu marin et par ces beaux moments que j'ai pu passer. Et donc, moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de toutes ces richesses qui nous entourent. Et on verra les choses différemment, je pense. Merci beaucoup, messieurs. C'était une très belle façon de terminer ce débat. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce débat. Et tout de suite, on retrouve le reportage de nos équipes de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on termine Ouestreuil. Donc pour ceux qui n'ont pas encore plongé sur Ouestreuil, je rappelle trois profondeurs. Donc le coralligène, vous allez le trouver entre 18 et 20 mètres. La roche, 10 à 12 mètres. Dernière profondeur, à 5 mètres et proche du bord. On a mis en place un protocole, c'est-à-dire que c'est du comptage sur des transects de 25 mètres de long, où on compte 2,50 m de chaque côté. On répète ces transects 6 fois par zone, et les zones comptées sont l'extérieur de la réserve partielle et l'intérieur de la réserve intégrale. Voilà, donc ça fait une dizaine de sites différents à compter 6 fois pour avoir un nombre de réplicas suffisant pour faire des analyses statistiques. Ces comptages sont effectués sur les mêmes zones tous les 3 ans. Il faut plusieurs années pour pouvoir compter. Il faut faire attention de ne pas marquer ceux qui sont à l'extérieur du comptage. Faire attention de ne pas les oublier, mais de ne pas les marquer 2 fois. Alors, souvent, les poissons vont passer derrière et repasser devant. Deuxième grosse difficulté, lorsqu'on a un banc de poissons, c'est d'évaluer le nombre de façon la plus précise. Et ensuite, d'évaluer la taille du poisson. Donc, on essaye d'avoir quand même une évaluation au centimètre près. Donc, ça fait depuis 2007 qu'on fait les comptages dans la réserve et à l'extérieur. Et donc ce qu'on montre au travers des années de suivi, et encore cette année, c'est qu'on a vraiment plus d'espèces, plus d'individus dans la réserve intégrale, mais qu'il y a un effet d'exportation vers la réserve partielle, et donc ce qui entraîne une recolonisation. Et on commence à voir cet effet aussi sur les sites qui sont extérieurs à la réserve.
L'effet protection, il est intéressant pour les espèces, pour l'environnement, mais il a aussi un intérêt pour les activités humaines. C'est intérêt pour la pêche artisanale, pour la pêche de loisirs, pour les plongeurs. Une mer sans poissons, on va pas aller y plonger. L'idée, ce serait pourquoi pas d'avoir d'autres réserves intégrales ailleurs et accélérer ce phénomène qui va être bénéfique à la fois pour l'écologie et aussi pour l'homme. On obtient de très bons résultats en termes d'effectifs, de densité et de biomasse au niveau de la réserve. C'est des suivis qui sont importants puisque c'est des suivis du coup long terme et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va faire perdurer encore dans le prochain plan de gestion. On vient mettre notre grain de sel. La goutte a de la chance. Elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour, comme la nuit. Et elle sort de sa source tout doucement, sans bruit, sans sortir de son lit, et sans se faire de mousse. Elle s'en va jusqu'à la mer, en passant par là. Ce spectacle que vous venez de voir est un extrait de la création théâtrale de la compagnie Ensima, compagnie basée à Villefranche-de-Conflans, ici dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Delphine, bonsoir Alex. Bonsoir. Ce spectacle, il s'appelle Goutte à goutte et ça parle d'eau. Tout à fait, c'est un spectacle qui va suivre le chemin de l'eau à travers le souvenir d'une jeune femme qui s'appelle Lucille et qui retrouve l'enfant qu'elle a été à travers tous ses souvenirs. Il y a plein de disciplines en fait, il n'y a pas que du théâtre dedans, c'est une grande richesse. Pourquoi ce choix ? Je pense que c'est un choix de la compagnie depuis quelques années d'essayer de mixer un petit peu différents regards et différentes compétences. Donc déjà, oui, le théâtre, le spectacle vivant et la musique avec des musiciens sur scène, les arts plastiques, la vidéo, la projection. Qu'est-ce que ça ajoute en plus ? C'est très riche, ça permet de se balader dans des décors dingues qui changent à chaque fois grâce à la magie des pinceaux d'Alex et son savoir-faire. Donc ça donne du relief, ça change les mouvements aussi et ça emmène bien plus loin en fait que juste le corps nu comme ça, le fait de pouvoir changer de matière. Alex, toi tu dessines donc en live, en direct, c'est quoi le plus difficile ou le plus technique ? Le plus difficile en fait, c'est la technologie qu'il y a derrière qui des fois ne fonctionne pas, bug un peu. Mais après, pour tout ce qui est du dessin, c'est plus un plaisir justement d'essayer de créer, de dessiner, d'avoir des dessins préparés, de mixer tout ça en fait. Ouais. Et alors, est-ce que c'est le texte qui suit le dessin, la musique qui suit le dessin, qui suit le texte ? Vraiment, la chose la plus sensible, c'est l'écoute qu'on doit développer entre nous. Parfois, quand je suis à l'arrière de l'écran en ombre, je ne les vois pas. Donc voilà, il faut réussir à développer ces petites antennes-là. Mais c'est un grand plaisir parce que voilà, on arrive à trouver une connexion très forte et c'est des choses que le public ressent. Cette création, elle est d'ailleurs destinée à un jeune public, à des enfants. C'est un peu un spectacle de sensibilisation, c'est ça ?
On a travaillé sous différentes formes pour cette création. On a mené des ateliers et des enquêtes auprès des usagers. Et on a juste interrogé les gens. Voilà, est-ce qu'on ouvre le robinet et elle sera toujours là ? Et très souvent, on s'aperçoit que tout le monde pense ça. L'eau est un peu magique pour Oui. beaucoup de personnes, en fait. Oui. Et pourquoi l'eau, justement ? Pourquoi être parti sur ce thème-là ? Parce que l'eau, c'est la vie. Non ? Ça, on le répète bien dans Grain de Sel, en tout cas. C'est un peu notre thème principal. Et pourquoi un jeune public, alors ? La enfants. compagnie Ensima est vraiment une compagnie qui se définit comme fabricant de théâtre jeune public. Et on a toujours eu envie, à travers la pratique ou le spectacle, de les ouvrir au questionnement. Et puis souvent, un enfant ne vient pas tout seul au théâtre. C'est une manière aussi de toucher les adultes derrière, bien entendu. On fait comme vous, quoi. On sème des graines et puis on voit. Je reviens à la musique, qui a une part importante dans le spectacle. Cette musique, elle est originale ? C'est une création originale ? Oui, tout a été composé. C'est-à-dire qu'on a créé, autant Alex a cherché les dessins, alors que le compositeur était là et jouait petit à petit et cherchait sa musique. Moi, je cherchais les mouvements, les textes. On a expérimenté, mais tout s'est toujours fait ensemble. Et Alex, donc, tu dessines avec... alors c'est quoi ? C'est de la peinture ? C'est de... On peut dire que c'est de la Chine. peinture, Ouais. c'est un mélange d'encre de Chine et d'encre de gravure. Et il y a Ou, aussi des petites marionnettes, c'est ça ? Il y a des petites marionnettes donc faites en papier qui peuvent se manipuler, donc il y a petites articulations qui bougent. Il y a des décors qui sont montés sur des rouleaux qui peuvent défiler et des dessins qui sont déjà, on va dire, dessinés à l'avance ou je dessine par-dessus. Enfin, il y a tout un assemblage comme ça qui s'est fait au fur et à mesure. Oui, c'est comme un collage, en fait, Oui. un collage géant, ce spectacle. Mm. Merci Alex, merci Delphine d'être venue nous présenter ce spectacle Goutte à Goutte qui a déjà pas mal tourné dans le département et qui, on espère, aura une longue vie. Grain de Sel Télé, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse sous les bourrasques de la Tramontane et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Prenez soin de vous et surtout de la mer. On vient mettre notre grain de sel.